Le thème numéro 7 est le dernier thème pour cet après-midi, le financement des opérations en mer, de Financing Sea Operation. L'académicien modérateur est M. Jean-Emmanuel Sauvé, ancien président d'Armateurs de France, cofondateur de la compagnie Ponant et surtout président de l'Académie de France. So, the moderator for this seventh and last theme will be Jean-Emmanuel Sauvé, former chairman of Armateurs de France, co-founder of Ponant and president of l'Académie de France. Monsieur Jean-Emmanuel Sauvé. Je vais présenter les intervenants également. Donc nous aurons comme premier intervenant M. Michel-Pierre Flippot, qui est responsable adjoint du secteur shipping au Crédit Agricole. So the first speaker will be Michel-Pierre Flippot, Deputy Manager at Shipping at Crédit Agricole. The second one will be Frédéric Robard, who can unfortunately not be here because he has some personal issues and he will be sending us a short video. He's founder of FIMAR, specialist in marine financing. Donc Monsieur Frédéric Robard devait encore être avec nous hier, mais malheureusement un événement personnel ne lui permet pas d'être là. Il est fondateur de FIMAR et nous a envoyé une petite vidéo que nous allons projeter. Et ensuite le troisième intervenant, Monsieur Philippe Renaudin, qui est directeur général de Merinvest et de Crédit Maritime. And then the speaker number 3 is Mr. Philippe Renaudin, Managing Director of Merinvest and Crédit Maritime. Et donc maintenant l'académicien modérateur, Monsieur Jean-Emmanuel Sauvé. Bien, merci Frédéric. Je vais commencer par un chiffre pour dresser le décor. 3 000 milliards. Vous allez me dire, mais il est en train de nous parler de la dette souveraine de la France? Du tout. Oui, effectivement, c'est cet ordre de grandeur, mais les 3 000 milliards dont je parle, c'est l'argent, les fonds, les montagnes, effectivement, qu'il va falloir mobiliser, les montagnes de capitaux qu'il va falloir mobiliser pour atteindre, dans 25 ans, nos objectifs mondiaux de décarbonation, de la marine marchande, de la pêche, des investissements qu'il va falloir faire dans les nouveaux combustibles, les investissements qu'il va falloir faire dans les ports. Bref, nous sommes en train de changer, comme c'était le cas il y a presque 2 siècles maintenant, quand on est passé de la voile à la vapeur. On a mis un siècle pour y arriver. Là, il va falloir que ça soit extrêmement rapide, puisque dans 25 ans, on est censé arriver à ce qu'on appelle le net zéro, plus d'émissions de carbone à l'échelle du maritime, et bien sûr des investissements en faveur, on en a parlé tout à l'heure, de la recherche, de la science. 3 000 milliards, c'est un montant gigantesque. C'est une estimation hein, qui peut encore varier, mais le chiffre est avéré. On va en parler tout à l'heure. Les financements bancaires maritimes aujourd'hui, c'est un petit 10% de ce montant. Et donc il va falloir devenir extrêmement créatif pour pouvoir espérer, alors peut-être pas y arriver dans l'échelle de temps, ça c'est un autre débat, 25 ans c'est vraiment demain. Par contre, voilà, se mobiliser, donc mobiliser toutes les énergies, toutes les bonnes idées financières pour espérer en tout cas se rapprocher de l'objectif. Comment faire? On peut s'inspirer de ce qui a été fait dans le passé, récent, en France et ailleurs. Vous allez voir tout à l'heure, effectivement, y compris Frédéric Robard dans sa petite vidéo, qui va nous expliquer ce qui s'est passé en Allemagne, par exemple, ce qu'on appelait les sociétés de dentistes. Ce qu'on a fait en France, je vais vous donner juste quelques exemples. Ce qu'on a vu hier avec Neoline, c'est montage financier qui mettent en œuvre harmonieusement un certain nombre de leviers financiers pour espérer effectivement atteindre nos objectifs. Alors, dans un premier temps, j'aimerais vous parler, avant de passer la parole, je vais essayer d'être le plus court possible, d'épargne maritime. Mon cas personnel, quand j'ai presque 40 ans, j'ai démarré effectivement ma compagnie de navigation, j'étais un jeune marin, je n'avais pas un centime en poche, mes amis marins non plus, donc il a fallu trouver des formules financières pour construire un bateau, lever des capitaux, et on a fait appel à l'épargne maritime. L'épargne maritime qui a permis auprès de 3500 épargnants français de lever à l'époque, donc entre 89 et 91, en 2-3 années, pas loin de 300 millions, qui a permis de réaliser 4 navires, dont 3 naviguent toujours, et 2 battent toujours pavillon français plus de 35 ans avant. Et donc cette épargne maritime, on l'a vu aussi à la pêche, n'est-ce pas Philippe, les fameux Sophie Pêche, vous voyez, on s'était inspiré de ce qui fait le financement pour le cinéma, qu'on appelle des Sophie K.
si ma mémoire est bonne. Et ces Sofipêche, effectivement, sont des moyens, des outils financiers, ont été des outils financiers pour pouvoir, effectivement, lever des capitaux, lever de l'épargne. Donc ça, c'est peut-être pour l'avenir. Alors on parle aussi d'épargne pour la défense, hein, donc les épargnants probablement vont être assez sollicités par tout un tas de nouveaux produits financiers. Tant mieux, parce qu'effectivement, il faut que l'épargne soit utile, probablement pour un certain nombre de sujets, parce qu'effectivement, nous, on parle de 3 000 milliards à notre échelle, mais tous les secteurs d'activité ont besoin d'énormément de moyens. Et donc, il va falloir, bien sûr, pour certains, en tout cas, les États, on ne pourra peut-être plus trop compter sur eux, et il va falloir faire des choix en ce qui les concerne. Et donc, nous, il faut qu'on trouve d'autres formules pour se financer. L'épargne est probablement une piste. Ce qu'on a pu voir aussi, alors ça se pratique donc quand on exporte, ce sont des produits d'assurance crédit. C'est-à-dire que les banquiers, au mieux de faire porter leurs risques par effectivement des entreprises, grâce à ces mécanismes d'assurance crédit, font porter quelque part in fine leurs risques par les États. Alors on le voit, ce qu'on appelle le crédit export, par exemple, quand les chantiers, des clients étrangers viennent au chantier de l'Atlantique, donc la plupart de ces navires sont garantis par la BPI. Et puis c'est pareil en Italie avec SACE, en Norvège avec GIEC, et dans beaucoup de pays dans le monde, vous avez des organismes publics qui garantissent les crédits. Et en fait, nous on plaide aussi pour ce qu'on pourrait appeler les PGE, tout le monde a entendu parler pendant le Covid des PGE, et donc là l'idée, ça se rapprocherait de PGE, ça existe, le produit existe, ça s'appelle la garantie des projets stratégiques de la BPI, à condition d'être dans un secteur stratégique, et toute l'idée c'est qu'effectivement les océans, nos sujets, soient considérés comme des sujets stratégiques, pour nous bien sûr, mais pour l'ensemble de l'humanité. Et donc à partir de là, on peut se faire garantir des crédits par les organismes d'État dont c'est le métier. Alors là, ça change beaucoup de choses, parce que du coup les banques financent plus facilement, ne sont plus contraints non plus par un certain nombre de règles très importantes dites BAL 4, hein, donc il faut faire extrêmement attention à la nature de ces crédits, ne peuvent plus faire n'importe quoi non plus, ça réduit leur champ d'action. Et donc voilà une autre idée pour pouvoir effectivement, mobiliser des capitaux, se faire garantir les crédits long terme de toutes les actions en faveur de l'océan par les États. Et c'est souvent, en plus, des bonnes formules financières pour eux. Parce qu'on paye des primes. Pour être assuré, on paye des primes. C'est une sorte de prime d'assurance, quelque part. Et du coup, quand il n'y a pas de défaillance d'entreprise, ça peut être extrêmement rentable pour les États en question. Donc voilà une autre piste extrêmement intéressante pour pouvoir espérer mobiliser des capitaux. Après, il y a effectivement, et Philippe en parlera, toujours un problème quand on lance une activité, un investissement, une entreprise, ou qu'on finance un projet, c'est les fonds propres. Il faut absolument que les porteurs de projets puissent avoir un certain nombre de fonds propres. Alors, il y a des sociétés qui n'ont pas de problème de cette nature, rares. Souvent, on se trouve effectivement confronté à des problèmes de fonds propres, souvent parce que, effectivement, les entreprises maritimes sont souvent des entreprises familiales, les pêcheurs a fortiori, où là, effectivement, c'est limité. Il faut bien vivre aussi, faire vivre sa famille quand on est marin pêcheur, et quand les bateaux coûtent de plus en plus cher, et que les banques normales demandent de plus en plus de fonds propres pour effectivement prêter de l'argent, eh bien, il faut renforcer les fonds propres des porteurs de projets. Alors pour ça, il y a différentes formules. On va parler, n'est-ce pas Philippe, de fonds d'investissement dédiés à la chose maritime. Ça commence à bouger, là, on va parler de mer Invest tout à l'heure, ça commence à bouger, il faudrait que ça soit beaucoup plus massif. Il faudrait que les États, pour le coup, qui ont des fonds souverains aussi, puissent s'y mettre. En partie. Donc là, voilà une autre piste, hein, un troisième volet qui consisterait à favoriser les investissements maritimes, les fonds d'investissement dédiés aux maritimes, soit des fonds qu'on appelle private equity, soit des fonds d'infrastructure. À la fin, de toute façon, c'est des moyens qu'on met à disposition pour pouvoir effectivement financer les projets maritimes, les actions pour les océans. Et enfin, autre piste, il pourrait y en avoir d'autres, on va en discuter, une piste qui est assez évidente, vous savez, le transport maritime, ça a commencé l'année dernière, ça va continuer cette année, et ça trouvera effectivement sa finalité en 2026. Donc il y a des taxes carbone qui se mettent en place à l'échelle de l'Europe. On appelle les ETS. Donc quand vous êtes vraiment en navigation autour de l'Europe, c'est 100% de vos émissions de CO2. Vous prenez 1 tonne de combustible, ça fait 3 tonnes de CO2, et vous taxez ça entre 80 et 100 € la tonne. C'est une manne d'argent gigantesque
qui met la pression effectivement sur le transport maritime, et tant mieux pour accélérer sa décarbonation, sauf qu'à un moment, cette manne financière, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, si c'est pour que ça tombe dans le tonneau des Danaïdes dans les différents États, ça ne sera pas utile. Donc, et nous, on plaide, hein, donc on a un certain nombre, peut-être que ça sera des mesures qui seront portées également à l'UNOC, on plaide pour que ces fonds, des milliards qui seront pris sur le transport maritime, les armateurs et leurs clients, puisque les clients finaux sont aussi concernés par ces taxes, et in fine, que cette manne d'argent qui ira à l'Europe, aujourd'hui il a été déterminé qu'il y avait environ 25% qui iraient à des fonds d'innovation, bravo, espérons que cette innovation profite à la science, profite aussi à la recherche, aux technologies futures, parce qu'il va falloir trouver aussi très très vite, pour que dans 25 ans on soit l'objectif, les technologies pérennes avec des modèles économiques qui vont avec, pour pouvoir effectivement atteindre nos objectifs. Donc l'innovation, certes, mais le reste, les 75%, nous plaidons pour que ça puisse alimenter un fonds océan, pour pouvoir renforcer les fonds propres, donner des subventions, aider les startups. Donc il y a des choses qui se passent. C'est un tout début aujourd'hui, et ça pourrait être beaucoup plus massif si on s'en donnait un peu les moyens. Et puis on a vu hier un exemple, hein, donc Neoline, Jean qui vous a présenté son projet, bah, ça représente un petit peu tout ça, c'est-à-dire que vous avez des fonds propres qui ont été constitués, y compris par CMA-CGM qui a aidé, par un fonds donc dédié à la verditude des activités de l'ADEME, un autre armateur qui a aidé, un projet garanti par l'État, garantie des projets stratégiques, un montage financier avec du suramortissement vert. On ne va pas vous expliquer, peut-être que Frédéric en parlera un tout petit peu tout à l'heure à distance, les mécanismes qui vont à côté de ça, ces fameux financements qui sont certains alternatifs ou d'autres optimisés par des montages financiers. Donc tout ça, ce sont des outils qui sont à notre disposition, qui devront être optimisés, pérennisés, peut-être inscrits dans des mesures à l'échelle de nos différents pays, en France sûrement, et peut-être à l'échelle de l'Europe, parce que c'est aussi une formule de pouvoir imaginer tout ça à l'échelle de l'Europe pour pouvoir donner encore plus d'impulsion à tous nos investissements. Et donc, voilà ce que je voulais vous dire en introduction, forcément un petit peu long, désolé. Et donc nous allons entendre maintenant effectivement Michel Pierre, qui représente le Crédit Agricole qui est une des plus grandes banques maritimes au monde. Hein, les banques françaises tiennent leur rang, on va le voir tout à l'heure, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Ensemble, les banques françaises, alors les Allemands aussi font beaucoup, mais en tout cas, les grandes banques françaises sont très actives dans le maritime. Donc effectivement, un petit peu d'histoire aussi de financement, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, avec donc Frédéric Robart à distance, et Philippe Renaudin qui nous parlera du crédit maritime et de cette initiative Mer Invest pour là aussi favoriser beaucoup de projets qui ne sont pas du tout, hein, du coup, certains, mais peu en fait, financer les navires, que ce soit de pêche ou de marine marchande, mais tout un tas, effectivement, tout un écosystème d'économie bleue dont tu nous parleras, Philippe, aussi tout à l'heure. Merci de votre attention, et maintenant nous allons écouter nos experts. Merci à vous. Madame l'ambassadrice de Singapour, Monsieur le Président Sauvé, bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici. Comme l'a dit Jean-Emmanuel Sauvé, Crédit Agricole est un financeur du transport maritime depuis le milieu des années 70. Donc ça fait presque 50 ans que nous finançons des armateurs à travers le monde. Nous avons 7 équipes spécialisées dans le financement maritime à travers le monde, à Hong Kong, en Grèce, à Hambourg, Oslo, Londres, New York et bien entendu Paris. Nous sommes une banque française, mais on a quand on fait du financement maritime, il faut diversifier ses risques, donc il faut le diversifier géographiquement. Voilà, ça nous a permis d'acquérir une bonne connaissance de l'écosystème maritime. Et cet après-midi, je vais essayer de vous guider un peu vers quelles sont les évolutions en termes d'acteurs de ce segment, quel est le rôle aussi des banques, comment s'adapter à la transition énergétique dans le cadre des contraintes qui sont imposées aux banques, mais aussi, je vais commencer par rappeler quelques chiffres sur le transport maritime. Voilà, donc 85% du commerce
mondiale passe à un moment ou un autre par navire. Mon stylo, les couverts que vous avez utilisés pour déjeuner ce midi ont d'abord été transportés sous forme de minerais sur des navires. Ils ont été ensuite transportés sous forme de plaques d'acier inoxydable. Et puis une fois qu'ils ont été manufacturés, ils ont traversé les océans en porte-conteneurs. Voilà, donc on ne s'en rend pas compte au quotidien, mais sans transport maritime, l'économie ne fonctionne plus. Et d'ailleurs, ça s'était un peu observé pendant les quelques années perturbées par le Covid. Le trafic maritime international continue à croître de manière significative. On est à peu près sur 4,5% de croissance par an depuis 1980. On le voit, la valeur de la flotte maritime a continué à croître à peu près, même un peu plus vite. Et on voit une forte accélération ces 3 dernières années. C'est aussi dû à la hausse de la valeur des navires qui, du coup, a fait augmenter la valeur de ces portefeuilles. Donc on l'a dit, 85% du commerce mondial qui passe par voie maritime. La valeur de la flotte aujourd'hui, et ainsi que la flotte qui est en construction, c'est à peu près 2100 milliards de dollars. Il y a 35% de la flotte qui a plus de 15 ans, donc il va falloir renouveler dans les prochaines années, donc ça fait des volumes significatifs. Le courtier Clarkson estime que sur les 10 prochaines années, il y aura à peu près 217 milliards de valeur de flotte maritime à financer, que ce soit des constructions neuves ou simplement le financement de l'achat et la vente de navires sur le marché de l'occasion. Et encore une fois, l'importance du secteur maritime et de la mer, il y a 10 à 12% de la population mondiale qui a besoin des océans, que ce soit à travers les aliments qu'ils procurent ou à travers les flux économiques. Voilà. Donc au Crédit Agricole, on est très content de pouvoir accompagner cette partie de l'économie, ce qu'on appelle l'économie réelle, dont on a tous besoin au quotidien. Quand on a préparé ce panel avec Jean-Emmanuel, on voulait aussi un peu présenter quels sont les principaux acteurs de ce marché du financement maritime. C'est un marché qui était dominé historiquement par les banques européennes. C'était aussi dû au fait que la plupart des grands groupes armatoriaux étaient européens. Et donc le premier graphique en haut à gauche sur la page, on se rend compte qu'en 2008, donc ce sont des chiffres à fin 2008, on n'avait pas encore senti l'impact de la crise financière qui venait de débuter. 90% des prêts maritimes étaient financés par des banques européennes. L'Asie ne représentait que 6% et les États-Unis 2,8%. Les États-Unis se sont retirés de ce marché dans les années 80. Il y avait une crise de shipping assez importante. Ils s'étaient retirés, ils ne sont jamais vraiment revenus, donc il y a quelques acteurs. Et ensuite, comme nous sommes un colloque des académies de marine européennes, si on se concentre un peu sur l'Europe, on se rend compte du poids des banques allemandes à l'époque. Elles avaient près de 50% de part de marché. Ça représentait 175 milliards de dollars de financement. J'ai compté, il y avait à peu près 11 banques allemandes. Et c'était suivi par le Royaume-Uni, qui avait notamment une banque très présente dans le secteur, la Royal Bank of Scotland. Et ensuite, on retrouve les acteurs classiques, la France et puis les pays scandinaves. Si on fait un bond 15 ans plus tard, on se rend compte d'abord que le portefeuille de prêts maritimes a perdu à peu près 10%. On est passé de 400 milliards à 340 milliards, alors que la flotte a continué à grandir, alors que la valeur de la flotte a continué à augmenter. Donc il y a eu un peu un retrait de la capacité bancaire sur ce marché, avec des armateurs de certains pays qui sont sortis du marché. Donc aujourd'hui, les banques européennes, c'est 40% contre 90%. Le volume de prêts maritimes accordés par des banques européennes a été divisé quasiment par 3. Vous voyez, on est passé de 360 milliards à 137 milliards de dollars. Les banques asiatiques, leur poids a été multiplié par 5. On est passé de 5,5 à 28,5. Et un acteur qui est devenu prépondérant ces 10 dernières années, ce sont les sociétés de crédit bail chinoises
qui, leur poids a été multiplié par 40. Hein, c'était 0,6%, on est aujourd'hui à près de 25%. Et ça, ce sont des sociétés qui ont pris le relais quand la capacité bancaire européenne s'est raréfiée. Les banques chinoises ont développé des sociétés de crédit bail et ont permis de remplacer une partie de la capacité. Mais il y a aussi un intérêt pour la Chine, c'est que aujourd'hui vous avez 50% de la production mondiale de navires qui se fait en Chine. Donc ces financements par les sociétés de crédit bail allemandes, c'est aussi un moyen de soutenir l'activité des chantiers navals chinois et de la développer. Et si on regarde sur les banques européennes, voilà, la répartition a changé. Ce sont désormais les banques françaises qui sont les plus importantes en Europe pour ce type de financement, avec 34% de part de marché. Il y a 3 grands acteurs. BNP Paribas, qui est le numéro 1 mondial, nous on est le numéro 2 mondial en termes de banque commerciale, et Société Générale. Et il y a aussi les banques du groupe BPCE et aussi le Crédit Mutuel à une certaine mesure. Mais disons que la valeur des prêts maritimes entre 2023 et 2008 a augmenté. L'Allemagne représente toujours 15%, mais c'est essentiellement la banque publique allemande qui s'appelle KfW, qui soutient principalement l'activité des chantiers maritimes allemands, qui fait notamment des navires de croisière de très grande qualité et qui ont des valeurs très importantes. Donc les volumes de prêts sont importants et un navire de croisière moderne aujourd'hui, c'est 1,5 milliard d'euros. Donc ça fait des volumes de financement très, très importants. Les Néerlandais ont augmenté, leur poids a augmenté. Aujourd'hui, ils représentent 12%. Les banques grecques sont revenues après avoir beaucoup souffert. Les banques grecques reviennent. Elles peuvent nous prendre de part des marchés à des banques traditionnelles comme nous en accordant des conditions de financement un peu plus favorables. Voilà. Donc voilà un peu pour l'environnement. Donc le poids de l'Asie qui représente aujourd'hui plus de 50% du financement des compagnies maritimes mondiales. Voilà. Ensuite, je vais terminer sur les défis. Voilà, donc quels sont les défis pour les banques européennes, les banques de financement maritime? Alors tout d'abord, il y a la volonté d'accompagner la transition énergétique. Ça, c'est le premier objectif. D'ailleurs, au Crédit Agricole, on est très engagé là-dessus. On a un objectif de réduction de l'empreinte carbone de notre portefeuille de prêts maritimes de 36% d'ici 2030. Mais on a aussi un contexte de réglementation bancaire qui apporte pour le moment des contraintes aux banques européennes et nos concurrents asiatiques, pour l'instant, ne mettent pas en place ces règles au même rythme que nous. Et il y a aussi la croissance des acteurs de financement alternatifs. Voilà. Donc le premier défi pour nous, c'est BAL 4. En fait, ça demande aux banques d'augmenter les capitaux qui sont alloués à ce type d'activité. On pense que ça va affecter surtout les petites et compagnies maritimes de taille moyenne qui ont un accès moins facile au crédit, qui vont être plus dépendantes du crédit bancaire classique, alors que des grands groupes maritimes internationaux peuvent faire appel à la bourse, peuvent émettre des obligations ou peuvent avoir un accès privilégié à des prêteurs alternatifs. Ensuite, on a les objectifs net zéro d'ici 2050. C'est un objectif qui a été fixé par l'Organisation maritime internationale, que l'on connaît bien ici. Le challenge que l'on peut avoir, même nous en tant que financiers du transport maritime, c'est que les carburants innovants ont été identifiés, mais la capacité de production en volume nécessaire n'est pas encore prête. Et le transport maritime doit se battre avec le transport aérien, avec d'autres industries. On a aussi les moteurs de navires qui ne sont pas encore au point. Il y a l'ammoniac, qui est un carburant qui suscite beaucoup d'espoir, mais les premiers navires ne vont pas opérer avant début 2026. Voilà, donc ça, ce sont beaucoup de challenges.
Encore une fois, les banques asiatiques sont un peu moins engagées que nous. Crédit Agricole a quand même fait partie avec Citigroup et Société Générale des banques fondatrices des principes Poséidon. Donc c'est un accord entre des banques qui s'engagent à publier annuellement l'empreinte carbone de leur portefeuille et d'atteindre les objectifs fixés par l'IMO. Voilà, donc on a commencé en 2019, nous étions 11 banques signatrices, nous sommes désormais 35, on a réussi à faire venir quelques banques asiatiques, mais encore une fois, le développement des moteurs innovants et moins polluants est plus lent que prévu. Vous avez des contraintes de marché qui font que quand le canal de Suez est fermé, qu'il faut faire le tour de l'Afrique et que vous devez continuer à livrer vos clients à temps, les navires sont obligés d'accélérer, donc ça augmente l'empreinte carbone, et donc nous en tant que banque, on n'a pas beaucoup de contrôle, mais on se retrouve avec des trajectoires d'émissions qui sont plus élevées que ce qui était prévu. Voilà, donc les réflexions peut-être pourraient être d'avoir un type de financement qui serait un peu différent des financements verts, qui permettrait quand même d'encourager des navires qui certes transportent des énergies fossiles mais qui sont passés sur des motorisations moins polluantes. Parce qu'il y a quelques chiffres à avoir en tête, c'est aujourd'hui le transport maritime, car 38% du transport maritime aujourd'hui c'est encore de l'énergie, sous forme de pétrole, sous forme de gaz, et on a quand même besoin d'énergie au jour le jour pour faire fonctionner l'économie mondiale. 22% sont du transport de métaux, 11% c'est l'agriculture, 15% le transport de produits manufacturés par conteneur, et puis les 14% restants, ça peut être des produits chimiques, des voitures, ou des camions. Donc aujourd'hui, quand nous on va financer certains armateurs qui sont dans le secteur énergétique, on a de plus en plus des banques qui nous disent nous on a décidé d'arrêter de financer les pétroliers, on a décidé d'arrêter de financer des navires qui transportent du gaz. Donc ça va réduire la capacité bancaire et à nous de trouver d'autres armateurs ou au contraire d'autres banques, ou de trouver des engagements avec les compagnies maritimes pour prouver qu'ils ont bien un objectif de réduction de leur empreinte carbone. Mais il faut que les banques fassent attention, et aussi des autorités de tutelle, à ne pas trop contraindre et que finalement on n'arrive plus à transporter l'énergie dont nous avons besoin pour faire fonctionner l'économie. Et ensuite, les nouveaux acteurs qui émergent, alors on a ce qu'on appelle les alternative credit providers, donc eux n'ont pas les mêmes contraintes que nous, ils ne sont pas soumis à BAL 4, donc ils vont être capables de financer des actifs un peu plus vieux que les banques, ils vont être capables parfois de prêter sur des durées plus longues. On voit de plus en plus de compagnies de capital investissement, de private equity en anglais, qui s'embarquent dans ce type de société. On a le fonds américain KKR qui a racheté Ocean Yield. On observe quelques acteurs de plus petite taille qui sont en train de se développer dans ce domaine. Et ensuite, l'autre défi pour nous, Banque européenne, ce sont les compagnies de crédit bail chinoises qui, ont pris du poids parce que la Chine a pris un rôle prépondérant dans la construction navale, mais qui vont pouvoir offrir des conditions plus attractives pour un armateur. Aujourd'hui, une banque commerciale européenne pourra dire à son client « je peux vous accorder un prêt qui va représenter entre 50 à 70% de la valeur de votre navire, éventuellement 80% si jamais il y avait une charte à très long terme. Une compagnie de crédit bail chinois pourra lui proposer plus facilement 70, 80, parfois 90% plus facilement. Donc ça, c'est un type de concurrence auquel nous, on a du mal à se battre. Ils peuvent proposer des conditions financières plus attractives pour l'armateur. Voilà. Le côté positif pour les armateurs, c'est qu'ils trouvent quand même de la capacité. Ça leur permet d'éviter de ne dépendre que des banques européennes, mais pour les banques européennes, combiner BAL 4, les objectifs de réduction de l'empreinte carbone et le développement de concurrents qui peuvent parfois être mieux-disants, apporte beaucoup de défis. Voilà. Monsieur Renaudin, merci. Merci.
merci à vous, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à Jean-Emmanuel pour cette invitation et de nous permettre d'avoir l'honneur d'échanger et de partager avec vous quelques éléments. Donc moi je représente effectivement le Crédit Maritime et ses fonds d'investissement, notamment le fonds Merinvest. Alors moi je ne vais pas parler en milliards comme a pu le faire Jean-Emmanuel, ce sera beaucoup plus humble. Moi je vais parler en millions, en dizaines de millions peut-être. Donc c'est que quelques gouttes, j'allais dire voire quelques gouttelettes dans l'océan des besoins qu'il faut, mais qui sont très importantes et notamment je le repréciserai dans mon intervention pour accompagner les entreprises, les PME de nos régions, voire des TPE de nos régions, qui font aussi l'économie, et notamment l'économie maritime. Donc moi je représente, j'ai une double casquette à la fois en tant que financeur et investisseur. Financeur à travers le Crédit Maritime. Crédit Maritime, c'est l'an prochain, c'est 120 ans du Crédit Maritime. On est né du monde de la mer, notamment à travers la pêche, et on s'est beaucoup diversifié depuis, j'irai aujourd'hui sur toutes les activités, puisque quand on parle d'activité maritime, bien évidemment la pêche, les cultures marines, la production, ça reste un des sujets importants, et Dieu sait si les enjeux sont importants. Olivier Lenezet a eu l'occasion de le rappeler hier. On va s'intéresser forcément et bien évidemment au transport maritime, auquel on a pu aborder durant ces 2 jours, la construction navale, le nautisme et la plaisance également. La mer reste aussi un territoire de loisirs important et sur lequel il y a beaucoup de choses à faire et qui est engagé aussi dans une transition. Et au-delà de ces activités traditionnelles, il y a des activités plus émergentes que sont les biotech marines, ont pu intégrer les algues. En ce qui me concerne, je suis plutôt au nord du territoire, sur la Bretagne, Pays de Loire. Effectivement, le sujet des algues, c'est un vrai sujet. La transition, énergétique, on l'a fait aussi à travers les EMR, les énergies marines renouvelables. Donc il y a beaucoup d'enjeux aussi, au-delà de l'installation de parcs éoliens ou autres, c'est tout l'écosystème, toute l'économie que ça va générer autour. Et bien évidemment, la décarbonation en fait partie. Le Vélic, j'aurai l'occasion d'y revenir, et on a eu une très belle illustration hier avec Jean Zadmitini. Les fonds d'investissement, on peut considérer, même si c'est à notre échelle, on a été relativement prescripte. On était les premiers. Il y a un peu plus de 12 ans, on a lancé le premier fonds, le fonds d'investissement, avec la région Pays de Loire. Aujourd'hui, on a investi un peu plus de 35 millions d'euros dans différents véhicules. Donc là encore, on est très loin des milliards auxquels faisait référence Jean-Emmanuel tout à l'heure, mais ça permet d'amorcer et notamment d'accompagner des projets, là encore une fois, de PME et de TPE. Et ce que je voudrais partager, avec vous aujourd'hui, c'est quels sont les besoins de ces entreprises sur toutes ces activités qu'on peut être amené à rencontrer, quels sont les besoins que je perçois. Moi, c'est des entreprises que je rencontre quasi au quotidien. Si je reprends juste le fonds Merinvest dont on a parlé tout à l'heure, on accompagne des projets tels que Neoline qui a été cité hier. On a sur les 6 dernières années investi dans 30 entreprises sur le Grand Ouest pour un peu plus de 11 millions d'euros. Ce dont ont besoin ces entreprises du monde maritime, je dirais que c'est en premier lieu de la lisibilité, de la stabilité, et ce, quels que soient les sujets. Hier a été évoquée la pêche. La pêche aujourd'hui, c'est des investissements très, très importants, voire colossaux. Un bateau de 25 mètres, c'est aujourd'hui entre 6 et 7 millions d'euros. Quand on fait un chiffre d'affaires de l'ordre d'1,5 million d'euros. Vous imaginez le rapport de ce qu'il fait. Donc là, il y a un modèle économique aussi auquel il faut repenser. Le transport maritime, dont beaucoup d'entre vous font partie, quand on y intègre de nouvelles technologies, que ce soit Vélic ou autre, aujourd'hui un bateau Vélic c'est 25 à 30% plus cher en termes de capex, j'allais dire, pour pouvoir le faire construire. Donc ça nécessite aussi, là aussi, un modèle économique qui est différent. Donc ces activités ont besoin de lisibilité sur le moyen, long terme. J'en ai cité 2, en termes d'exemple, il y en a bien d'autres. Et souvent,
le temps politique, en tout cas le temps de nos politiques, n'est pas forcément le même que le temps économique auquel on a besoin. Le deuxième point, c'est que nous sommes aujourd'hui inscrits dans une transition. Ça peut peut-être paraître une lapalissade, mais c'est une réalité. Une transition sur le fait que les technologies restent à fiabiliser aujourd'hui. Le réglementaire aussi reste à monter en puissance. Travailler sur de nouvelles technologies en termes de décarbonation, c'est important, mais il faut qu'à terre aussi les infrastructures, la logistique puissent être présentes, puissent suivre. Et donc là, dans ce modèle là aussi de transition, on a besoin vraiment d'un mix public-privé qui est important. Alors, bien évidemment, on peut, à travers et il en existe, imaginer des aides, que ce soit au niveau national, au niveau Europe, à travers des soutiens, des avances remboursables, des subventions ou autres. Mais on a aussi le partage en risque. Jean-Emmanuel, tu l'as rappelé tout à l'heure, notamment avec BPI. Si aujourd'hui les premiers projets sur lesquels on travaillait depuis déjà quelques années, je reviens sur le VELIC, ont pu voir le jour, c'est parce qu'on a travaillé à la fois entre le privé et le public, et notamment sur le partage en risque de ces projets, et qu'on a pu faire émerger, sortir de l'eau ces beaux projets. Et c'est vrai pour beaucoup d'autres activités. Je citais les algues de tout à l'heure, je citais la pêche, je citais les énergies marines renouvelables. On a besoin de ce soutien, le temps qu'effectivement le modèle économique soit trouvé. Et enfin, le troisième élément qui me semble important, puisque là encore je reviens, j'accompagne, c'est essentiellement des PME, voire parfois des TPE, des startups, c'est l'accompagnement de nos entrepreneurs, souvent de jeunes entrepreneurs, mais pas que. Et cet accompagnement, parce que très clairement, quand on démarre une entreprise, on n'a pas forcément les compétences sur tous les sujets, qu'elles soient financiers, commerciaux, marketing, techniques et autres. Donc on a besoin d'acquérir une complémentarité au sein des équipes, et on a besoin d'un soutien, j'allais dire, que ce soit à travers soit des formules d'incubateurs, de start-up studio ou de solutions. J'ai eu l'occasion de visiter ce matin Tangram, telles qui sont présentes aujourd'hui, avec le soutien de grands groupes qui vont justement permettre d'épauler pendant une période de X temps, ces jeunes entreprises pour pouvoir les accompagner. Et là, je crois qu'on a une vraie solution par rapport à ça. C'est vrai qu'on a évoqué notamment hier beaucoup de sujets en lien avec par exemple, les aires marines protégées et d'autres sujets. C'est important par rapport aux défis qu'on a aujourd'hui, mais je crois que ce qui est important aussi, c'est de ne pas être systématiquement dans le coercitif, mais c'est de voir aussi qu'on a beaucoup d'entreprises. Franchement, je suis bluffé de voir ces entreprises qui innovent, qui vont apporter des solutions. Et ce sont, là encore, je rejoins, c'est des PME. Je reviens, parce que c'est dans la tête de tout le monde sur Neoline, une des performances, c'est le routage. Le routage, c'est une entreprise nantaise, DICE, qui a mis au point ce routage. Voilà, c'est une PME qui va apporter sa brique, j'allais dire, à la solution, je dirais, pour la décarbonation. Donc s'il y a effectivement un message que je voulais faire passer, c'était vraiment celui-ci aussi, c'est on est effectivement dans une transition énergétique, environnement, mais on est aussi dans une transition du modèle économique de nos activités. Et ça, je crois que c'est un sujet qui est important à faire et à partager. L'actualité, c'est juste pour illustrer de certaines entreprises sur les dernières opérations, les dernières entreprises qu'on a pu partager. J'ai évoqué effectivement DICE, mais nos entreprises du monde maritime sont innovantes. On a un foison, là encore, de très grands groupes qui sont des fleurons de l'économie bien sûr nationale, européenne et mondiale, mais on a aussi des petites entreprises. Tout récemment, sur l'Orient, on a accompagné une entreprise qui est le leader européen du décortiquage du homard. Ça peut faire sourire par rapport aux enjeux, aux grands enjeux qu'on a aujourd'hui. Et voilà, ce sont des entreprises qui accompagnent aujourd'hui et qui font travailler une trentaine de nos entreprises. Et tout récemment, on reste dans la décarbonation. On va finaliser le projet WindCop
sur l'Orient, avec le groupe Zephyr et Boré. J'évoquais la plaisance, le nautisme, une jeune entreprise nantaise qui a mis au point un dériveur à foil qui là va permettre effectivement d'accélérer et aussi vraisemblablement de pouvoir exporter je dirais, notre savoir-faire. Donc voilà, moi je suis au contact de ces entreprises au jour le jour, pas forcément des grands groupes, mais on a, et je pense cette chance, et vous aussi qui êtes dans ce milieu depuis de nombreuses années, d'avoir de nombreuses entreprises, là encore moyennes et petites, qui sont vraiment exceptionnelles sur notre territoire. Voilà, merci. Merci Philippe pour tes éclairages. Effectivement, moi j'ai vu beaucoup de très très beaux projets accompagnés par ce fonds. Il y a d'autres initiatives, on en voit aussi, donc, qui sont équivalentes ou de nature un petit peu différente. Mais ça fait partie effectivement des formules d'accompagnement qui sont indispensables. Donc peut-être... Bonjour à toutes et à tous. Je devais être avec vous sur Marseille pour vous présenter les financements maritimes. Malheureusement, je ne peux pas. Alors voilà pourquoi je vous envoie cette vidéo. Alors les financements maritimes. Pourquoi c'est un enjeu majeur? Regard sur le passé. Les grandes nations maritimes comme les Vikings, les Vénitiens, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal et la France, toutes ces grandes nations qui ont dominé les mers, ont également dominé le monde sur le plan économique et sur le plan culturel. Alors aujourd'hui, le contexte géopolitique est en pleine mutation. Les cartes sont rebattues. Le monde tel qu'il a été défini à Yalta à la fin de la Seconde Guerre mondiale est en pleine mutation. Les tensions sont évidentes entre les différents blocs, que ce soit les États-Unis, la Chine, la Russie ou l'Europe. Mais je pense que l'histoire du XXIe siècle, j'en suis convaincu, elle va également s'écrire sur les mers. Et la France a un rôle majeur à jouer. Comme vous le savez, elle dispose d'un territoire maritime de plus de 11 millions de km², soit le deuxième après les États-Unis. Et de plus, la France est la porte d'entrée maritime de l'Europe, ce qui est encore la première zone économique du monde. Donc nous avons de sérieux atouts. Un autre enjeu, c'est la décarbonation des propulsions du navire. C'est la transition que doivent impérativement réussir nos armateurs. Dans les prochaines années, toutes les propulsions marines devront être décarbonées, soit avec de l'hydrogène, soit à partir de bateaux électriques, soit avec le vélique ou à partir de e-carburant. Mais cela aura un coût, d'où la nécessité d'inventer de nouvelles solutions financières. La spécificité du financement maritime, du monde, c'est la forte intensité capitalistique. Ce qui veut dire qu'une compagnie maritime doit avoir beaucoup de fonds propres ou en développer à partir de ses résultats. Ce qui n'est pas toujours le cas en France, à part peut-être son leader, la compagnie maritime, la CMA-CGM. Alors, un bref rappel des différentes techniques de financement de navires qui sont utilisées depuis les années 60. Après-guerre jusqu'aux années 70, les financements étaient très classiques, avec simplement des emprunts bancaires faits auprès d'établissements financiers. La seule particularité, c'était le financement des navires de pêche en Bretagne à partir de copropriétés maritimes. Ces copropriétés étaient divisées en parts, qu'on appelle des KIRA, et chaque KIRA pouvait être détenue par un investisseur privé. C'est ce qui a permis de lever des fonds et de développer la flotte de pêche. Ce système de kirataire a perduré jusqu'aux années 70, un peu plus environ. Et il a également été utilisé en marine marchande par d'ingénieux marins français, dont votre président Jean-Emmanuel Sauvé, avec la Compagnie du Ponant, afin d'amorcer une ingénierie financière moderne. Fin des années 80-90, quelle était la situation de la marine marchande française? Bon, nous avions environ 200 navires de commerce, soit la 28e flotte au monde en termes de capacité. Par comparaison, les Allemands avaient plus de 1500 navires, et principalement des conteneurs. Le secteur du transport maritime a la plus forte valeur ajoutée. En France, nous avions tourné le dos à la mer. Ce développement allemand était le résultat d'une forte volonté politique. Et pour mémoire, à la fin de la guerre, les Allemands avaient moins de navires de commerce qu'en France. Alors comment ils ont réussi? Eh bien tout simplement en permettant de lever des capitaux auprès de l'épargne privée. Ils ont créé des sociétés sous forme de commandites, ce qu'on appelle les KG, qui ont été très performantes jusqu'à la fin des années 2000. La place maritime de Hambourg était la première au monde. En
Enfin, juste avant la fin du XXe siècle, la France s'est réveillée et nos parlementaires ont voté 3 dispositifs en 10 ans. En 1996, ils ont voté donc la loi portait encouragement pour l'investissement maritime. C'était la plus ambitieuse pour la marine française jamais connue à ce jour. L'article 238 bis HN du Code général des impôts permettait de lever des fonds auprès des personnes physiques et auprès des personnes morales. Cette loi très prometteuse donnait les moyens financiers aux armateurs français pour réellement développer leur flotte de commerce et concurrencer les grandes nations maritimes. Malheureusement, elle n'a duré qu'un an pour des raisons politiques et elle a été remplacée en 1998 par le dispositif des GIE fiscaux, article 39 CA du Code général des impôts, dispositif qui a perduré jusqu'en 2004-2005 et arrêté sur décision de l'Europe. Puis, enfin, le dispositif actuel du 39C, voté en 2006, ce dispositif est de droit commun. Sa novation a été de limiter la levée de fonds uniquement auprès des banques françaises et des établissements financiers. C'est le système actuellement en place. Alors, ces différents systèmes ont eu un effet positif et permis un commencement de développement de la flotte française et de maintenir l'excellence de la formation française de nos écoles maritimes, dont le NSM en est la parfaite expression. Les marins français continuent de rayonner sur toutes les mers du monde. Je dois dire aussi quelques mots sur la pêche, puisque dans les années 2000 a été votée une loi permettant de lever des fonds à travers les Sofipêche. Les Sofipêche, dont le Crédit Maritime a été un acteur prépondérant. Mais là aussi, le dispositif n'a pas perduré. Il a été abrogé pour respecter l'interdiction par Bruxelles de subventionner la pêche, qui n'est plus possible, soit de manière directe, soit de manière indirecte. Alors, si nous voulons exister maritimement au XXIe siècle et développer une flotte décarbonée, digne à la fois de notre position de porte maritime de l'Europe et de notre zone économique exclusive de plus de 11 millions de km², il nous faut inventer de nouveaux moyens financiers modernes en adéquation avec les enjeux du commerce mondial. Ils existent. Permettre à nouveau en France de lever des fonds auprès des personnes physiques, des personnes morales, tels les fonds d'investissement, et des banques naturellement. Permettre la couverture des risques avec l'intervention de BPI France, avec des outils de garantie de l'État. Permettre un suramortissement vert, si nous voulons vraiment décarboner les propulsions de nos navires. Et permettre de réduire, si possible, les durées d'amortissement des navires. Alors le contexte géopolitique mondial est difficile, c'est incontestable. Mais si nous voulons une ambition française, pour sa marine, pour ses marins, pour son commerce, pour son indépendance, pour sa sécurité, alors nous ne devons pas baisser pavillon et commencer à travailler pour obtenir tous les outils dont nous avons besoin. Mais pour cela, je vous laisse avec Jean-Emmanuel, qui a toutes les qualités pour fédérer les énergies nécessaires et partir à l'abordage. Bonne fin de colloque à vous tous, et je vous dis au revoir. Je vous fais part de vos applaudissements. Merci. Effectivement, c'était intéressant de voir cette rétrospective quelque part, parce que souvent on a l'impression des occasions manquées. Nos amis allemands, par exemple, ils avaient vraiment un système extrêmement efficace, hein, qu'on a appelé les sociétés de dentistes. En fait, je disais beaucoup des dentistes allemands qui finançaient ces fameuses sociétés en commandite, et vous aviez derrière ça des investissements dans une flotte de porte-conteneurs absolument incroyable, 1500, pas loin de porte-conteneurs, ça a fait de l'Allemagne un des leaders. Et puis, pour certaines raisons, les mêmes probablement que nous avons en France également, ça a été arrêté, et la flotte allemande décline. Voilà, comme nous, effectivement, ce système tir-à-terre qu'on a mis en place en 96, ça a duré qu'une année. Imaginez, là, depuis, ça nous aurait donné énormément d'allant pour pouvoir effectivement avoir une flotte digne de ce nom, revenir à des niveaux qu'on pouvait espérer. Et ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, des financements alternatifs. Il y a des formules. On a imaginé ce qu'on appelle le certificat d'investissement maritime, un certain nombre de sous-jacents. Et pourquoi pas imaginer à l'échelle de l'Europe un certificat d'investissement maritime à l'échelle de l'Europe, avec la Banque Centrale Européenne derrière, qui pourrait apporter des garanties, avec des garanties aussi qui viennent par les navires. Parce que ça, c'est l'avantage aussi, que ce soit de pêche ou du commerce. Mais on peut imaginer aussi, dans la grande plaisance, il peut se passer des choses. Et donc, d'avoir effectivement des outils, comme le disait Frédéric, on en a, de façon assez surprenante. La France est attractive. Même aujourd'hui, des armateurs étrangers qui viennent en France utiliser notre système de financement
en crédit bail fiscal maritime. Donc là, c'est tout à fait emblématique. Quand on prend les bonnes décisions, qu'on les inscrit dans la durée, là, on peut avoir de l'efficacité. Donc c'est tout ce qu'on veut porter. Donc avant d'écouter peut-être vos suggestions, vos questions, on voudrait porter effectivement une ambition à l'échelle de l'Europe, avec des outils alternatifs, à côté, en parallèle des banques, avec le soutien en garantie qui, une nouvelle fois, peut rapporter aussi, avec des primes d'assurance, crédit, des ressources non négligeables pour les États. Imaginons cela à l'échelle de l'Europe. Ça ne sera peut-être pas une finalité, une fin en soi, mais quand même, ça pourrait être une étape absolument nécessaire si on veut atteindre nos ambitions, ce que nous souhaitons tous. Si je peux me permettre, Jean-Emmanuel, sur le système des KG, effectivement, c'est un outil puissant, mais il y avait eu quelques excès. En fait, vous avez raison, ce serait idéal de créer un nouveau mécanisme, mais il faut être... je pense que c'est important de le cadrer pour éviter les excès. Ce qu'on s'est aperçu avec les KG, c'est que parfois les navires étaient financés à 100%, ce qui dans une industrie cyclique comme le transport maritime n'est pas forcément la meilleure décision de crédit. Ensuite, il y a eu un système où on demandait aux banques de mettre de l'argent et ensuite le capital était mis. Et on s'est retrouvé dans des situations, alors pas nous au Crédit Agricole, mais les banques allemandes, où tout d'un coup, quand il y a eu un problème, les apporteurs de capitaux n'étaient plus là. Et c'est ça qui a fait énormément souffrir les banques allemandes, et c'est pour ça qu'on l'a vu dans la présentation tout à l'heure, elles sont passées de 50% à 15%, c'est que cet outil a été très puissant pendant des décennies, mais après je pense que c'est à l'échelle des banques, c'était une gestion des risques peut-être pas assez rigoureuse, et voilà, donc il faut toujours faire attention avec un système à bien le gérer, et c'est dommage, mais on voit quand même certaines banques allemandes qui reviennent, Hamburg Commercial Bank, et donc il y a vraiment un savoir-faire en Allemagne, il y a des armateurs de qualité également, et nous au Crédit Agricole on a ouvert un bureau là-bas il y a à peu près 15-18 ans. On a des collaborateurs qui sont allemands, mais le fait d'être à Hambourg leur permettait de côtoyer au plus près cette communauté armatoriale de premier rang mondial et de qualité. Bien, notre ami d'Allemagne va nous dire un mot sûrement. Merci beaucoup, et je veux faire un compliment pour ces contributions et pour the breadth of contributions and knowledge in the Maritime Academy. It's amazing. So from my point of view, just it's very good to have this combination when looking, as your colleague said, who sadly was here only by video, that we need to have all the tools in Europe for strategic, let's say, maritime sovereignty. And looking at the German example is, I think, illustrative, but maybe not as something to copy, because as you described, the dentists that invested, the system that they set up meant the banks that financed, they had the securities, and the dentists didn't. So when everything went, down the hill after 2008, the banks were struggling. They were saved, or they were getting their money out. They could set up a system where most of the banks, kind of got out of it with one black eye, but the dentists, they lost their money. So I think for Germans to restart really investing into shipping, something fundamentally would have to change. And German banks really have problems investing in shipping to this day. It still has this reek of you're actually gambling with your money. So if we want to address this, we need to perhaps go into the direction of, you mentioned, the strategic financing tools of the state. I think this is something that we should explore more. For the very reason we've been talking about the strategic fleet, Flotte Strategique. If this fleet is partially financed by China, and we've mentioned the international maritime law, there are regulations which, when a credit flunks, all the states that are party to these agreements, including the European states, they will have to lock this vessel in port and mustn't let it sail if a Chinese bank says, oh, by the way, the credit isn't safe anymore. So if this applies to our strategic fleet, we're in big trouble. This is something we need to screen. We need to make sure our strategic fleet is not partially financed by Chinese banks. And looking at your figures, I think we're in big trouble.
Absolument, cher ami. Et nous sommes pas que sur la science et d'autres sujets, un peu en danger, mais bon, nous allons réagir. On espère en tout cas tous collectivement. Oui. Merci François Galgani-Freimer. En plus de ce qui a été dit, et tout à fait intéressant, j'imagine que les financements de la Commission européenne dans le cadre du programme Horizon Europe, c'est pas sur des activités récurrentes, mais plus sur des programmes de recherche. Il y a une anticipation quand même de budget pour la mission Restoration de l'ordre de 4 milliards d'euros d'ici 2030, et ça inclut la décarbonation. Donc il n'y a pas que le transport maritime, il y a aussi l'énergie qui vient de la mer, il y a aussi des productions aquacoles décarbonées, donc principalement les algues ou bien les... Ça veut dire qu'il va y avoir aussi des financements sur des programmes de recherche en soutien justement des activités. Par rapport à ce qui a été présenté, je voulais juste poser la question, je ne sais pas si pour le coût, comment dire, qui va être mis sur les carburants, avec un produit qui peut être réinvesti dans la recherche, dans des projets industriels, est-ce que ça va fonctionner un petit peu comme le comité d'études pétrolières et marines qui bénéficie de la taxe pétrolière? Quand on paye l'essence, il y a une taxe qui va à l'État et une partie qui est réinjectée dans les programmes industriels de développement. Est-ce que ça pourrait fonctionner comme ça, par exemple? Ben, ça serait l'idée, en fait. Hein, donc, effectivement, ces fameux ETS, ces taxes carbone à l'échelle de l'Europe, une fois, puissent revenir aux filières. Et effectivement, dans un fonds océan, qui pourrait peut-être aider effectivement le transport maritime, la pêche, l'agriculture marine, la science, la recherche. Parce que derrière tout ça, en fait, aujourd'hui, quand on pratique en fait toutes ces activités maritimes, on n'a pas tous les cartes en main. On ne sait pas aujourd'hui, par exemple, décarboner à 100% à l'échelle d'une flotte mondiale de 100 000 navires. Et on ne sait pas approvisionner tous ces combustibles dans les ports. On a besoin encore beaucoup de recherche, de chantiers aussi. On en parlera peut-être un peu tout à l'heure. Il faut des chantiers pour construire toute cette décarbonation. Donc là, il faut réarmer probablement à l'échelle de l'Europe également un certain nombre de chantiers. Il faut accompagner tout ça. Et puis vous avez raison, tout ça, c'est quelque part le soutien indispensable dont nous avons tous besoin. C'est la technique, la recherche, la science, pour nous aider aussi à trouver les bonnes formules pour l'avenir. Et donc, financer effectivement toutes ces filières scientifiques. Si certains l'abandonnent, bah, tant mieux. Nous, il faudrait idéalement qu'on lui redonne de la puissance, parce que là, pour le coup, on pourrait reprendre de l'avance. En tout cas, effectivement, il y a des choses qui se font. Une nouvelle fois, on ne part pas de rien, loin s'en faut. On voit comme une histoire qui est importante. On voit encore avec tous ces chercheurs que nous avons à l'échelle de l'Europe. Il nous manque encore un peu d'inventaire, probablement, pour savoir où est-ce que nous en sommes réellement, tous ensemble. Réunis, j'en parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure dans la conclusion, c'est ce que m'inspire un petit peu ces 2 jours. Des solutions viendront probablement sur les financements pour les actions en faveur de l'océan, de l'Europe, de cette force commune qu'on peut avoir si on se mobilise tous ensemble. Juste, si je peux me permettre, a été évoqué effectivement la pêche et notamment les fonds qui peuvent exister. Ça a été évoqué aussi hier par Olivier Denezat. Il y a un vrai sujet aujourd'hui, c'est de faire sauter un verrou qui aujourd'hui, un verrou des fonds publics, puisqu'on a un problème d'eurocompatibilité. On ne peut pas mettre 1 euro d'argent public qui vient de l'Europe, de la nation, sur un projet de bateau neuf. On ne parle pas d'augmenter la capacité de pêche. À l'époque où ça a été mis en place, c'était pour limiter la capacité de pêche. Là, c'est pas le sujet. Là, on parle effectivement de décarbonation. On parle aussi de sécurité. Ça a été rappelé hier. Plus de 32 ans d'âge moyen sur les bateaux de pêche. Et je pense que c'est une folie d'embarquer sur certains de ces bateaux. Donc il y a un vrai sujet, d'autant plus que, je veux dire de façon un peu triviale, il y a de l'argent sur certaines. Il y a aujourd'hui la taxe éolienne qui sont reversés aujourd'hui à des organisations sur les territoires. Alors je ne vais pas dire qu'on ne sait pas quoi faire, c'est clair, mais cette taxe éolienne, c'est de l'argent public, donc on ne peut pas le diriger vers des projets qui pourraient justement préparer l'avenir. A été annoncé il y a quelques jours le contrat de progrès de la contrat de stratégie pêche, où a été annoncé 700 millions. Aujourd'hui, ces 700 millions, c'est de l'argent public. C'est effectivement là aussi de la taxe éolienne. Je ne sais pas comment on va le diriger. Donc on a vraiment ce besoin de faire sauter ce verrou d'eurocompatibilité pour pouvoir accompagner, et là encore une fois, non pas pour augmenter la capacité de pêche, mais pour participer à cette transition notamment environnementale.
Il y a une question qui n'a pas été abordée, c'est l'automatisation du transport. L'automatisation du transport, est-ce que ça rentre dans des financements prévus dans le futur? Est-ce que c'est quelque chose qui est important en termes de décarbonation, par exemple, d'optimisation des routes? C'est un sujet que finalement, sur les 2 jours, on a assez peu abordé, et j'aurais voulu avoir un petit peu la vision des financeurs, si j'ose dire, sur ce futur-là. Le financement des navires autonomes, c'est encore un peu tôt. Mais par contre, ce que vous évoquez des investissements dans des technologies d'optimisation des routes, aujourd'hui, on peut, les types de financement qui accompagnent la transition, vous avez soit des financements labellisés verts, ou green en anglais. Un prêt vert, ça va être par exemple un porte-conteneur aujourd'hui qui va être propulsé au LNG ou au méthanol. Ça coche les cases. Ça permet aux banques parfois de le mettre dans des programmes de financement verts spéciaux, donc d'avoir des bonifications et d'accorder une légère réduction de marge pour le client, mais surtout ça nous permet de dégager de la capacité. Tout à l'heure dans mon intervention, j'expliquais qu'il y avait des banques qui se retiraient un peu du transport maritime ou qui diminuaient le nombre de segments qu'ils finançaient, donc ça peut aider. Et ensuite, l'autre type de financement, c'est ce que l'on va appeler des financements à mécanisme d'ajustement de la marge pour des objectifs de développement durable. En anglais, c'est Sustainability Linked Loan. Et donc, dans ce cadre de financement, un armateur va s'engager à respecter certains indicateurs de performance. Donc ça peut être une réduction graduelle de la consommation du navire, donc respecter les trajectoires de réduction de l'empreinte carbone qui sont fixées par l'IMO et que nous surveillons dans le cadre des principes Poséidon. Mais, et ça peut aussi être un volume annuel d'investissement dans des technologies de réduction de la consommation. Donc ça peut être investir dans des logiciels de reroutage des navires, d'optimisation de la route. Ça peut être investir dans des peintures qui vont empêcher les coquillages de s'accrocher, donc anti-fouling. Investir dans des systèmes d'injection de bulles d'air sous la coque. Et parfois, quand vous accumulez un peu différents investissements, vous pouvez arriver à des réductions de 10, 15 à 20% de la consommation. Et donc ça, nous, on va encourager ce type d'investissement. Et donc nous, en général, ça nous permet d'allouer des capitaux plus facilement. Donc financer les navires automatiques, je pense que nous, sur le transport maritime international, c'est encore un peu tôt. Mais dès qu'on a des innovations qui permettent de réduire la consommation ou d'investir dans des navires très verts, par exemple, on finance aussi des navires d'entretien des champs d'éoliennes en mer ou d'installation, et parfois il y a certains de ces navires qui fonctionnent déjà partiellement sur batterie, qui ont une capacité d'alimentation en hydrogène et donc qui peuvent arriver à zéro en termes d'empreinte carbone. Si Philippe, vous vouliez ajouter. François Charles, président de l'IRCE. Alors je voulais compléter la palette européenne avec, n'oublions pas, Repower, qui n'est pas que sur les éoliennes, hein, sur la propulsion. Le Small Business Act qui réserve 30% quand même pour les PME. Il y a les PIEC, les programmes d'intérêt commun qu'on oublie souvent. Et puis vous parliez de haut de bilan, l'EIC, enfin le Conseil de l'innovation n'a pas attendu certains efforts actuels pour investir en haut de bilan sur des projets non bankable, donc vous voyez, donc très risqués, voilà. Je voulais quand même pas oublier la défense. On parle beaucoup de défense en ce moment avec des milliards qui arrivent de partout. Il y a beaucoup de projets, et même dans le Fonds européen de défense avec la recherche et le développement, on parle beaucoup de dual. C'est pas que défense pure, c'est dual. Donc ça peut profiter aussi à l'industrie marine. Alors j'avais 3 questions. Qu'est-ce que les banquiers pensent de la titrisation, finalement, qui revient depuis le temps qu'on en parle enfin, pour des gros montants? Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de la BEI depuis le mois de juillet, où ils sont un petit peu ouverts, notamment sur la défense, mais bon, avec un bémol, mais dans d'autres domaines aussi? Et puis, si c'est pas suffisant, pourquoi pas créer une banque de la mer, comme on pense en ce moment, une banque de la défense, où tout est ciblé, au-delà de faire des fonds qui sont peut-être répartis, on fait le fonds français pour ci, etc.
une banque soutenue par la BCE pour la mer. Merci. Concernant la titrisation, c'est pour la flotte militaire ou la marine marchande? D'accord. Alors, bon, moi je peux m'exprimer que sur la marine marchande. Dans notre enveloppe, enfin, dans notre cadre de mission chez Crédit Agricole CIB, nous c'est le financement du transport maritime, la marine marchande. On ne fait pas les navires militaires, on ne fait pas les yachts non plus, et tout ce qui est soutien aux navires de pêche, ce sont nos caisses régionales qui le font. Après, Crédit Agricole et notamment CIB notamment finance l'économie de défense française. Voilà. On ne l'a jamais créé sous les toits, peut-être qu'on le fera un peu plus avec le changement d'atmosphère. Les navires, je ne pense pas que ça a été fait. Pour revenir sur la titrisation, sur la marine marchande, c'est des pistes que nous avons explorées, mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de formule magique. En titrisation. Ok. Écoutez, je vais me plonger dans volontiers. Pour la titrisation, nous, ce qu'on a vu, en général, les investisseurs que vous pouvez attirer dans la titrisation sur des volumes importants vont vouloir avoir une note financière, un rating, et le shipping est une industrie cyclique, et les agences de notation, donc Standard & Poor's ou Moody's qui va noter soit les États, soit des entreprises comme Carrefour, en fait, ils vont avoir la même grille d'analyse pour noter Carrefour ou une petite compagnie maritime française. Et donc, en fait, ce qui va jouer à la défaveur de la compagnie maritime, ça va être le montant de chiffre d'affaires est un critère. Donc, quand vous comparez Carrefour et votre compagnie maritime qui va peut-être faire 100, 200, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est énorme, mais pour eux, c'est pas grand-chose. Ensuite, il y a la cyclicité de l'industrie qui va peser négativement. Et donc, nous, on a des clients qui vont être canadiens, qui vont être parmi les leaders mondiaux dans leur segment, qui ont des très beaux bilans, mais ils ne veulent pas se faire noter parce qu'ils vont se retrouver avec un rating de mauvaise qualité. Et donc, pour attirer des investisseurs, en général, il faut être dans la catégorie investissement. Ensuite, les prêts maritimes, en général, une titrisation, vous allez grouper des prêts, les mettre dans un véhicule qui va avoir une maturité de 5 ans, qui va verser un coupon fixe, mais vos prêts maritimes, en fait, ce sont des prêts amortissables, parce qu'un navire perd de la valeur chaque année. Donc nous, en tant que bonne gestion de risque, on accorde des prêts amortissables. Et donc, je reviens sur mon investisseur, qui va être américain, qui va être, même s'il est français, Amundi européen, eux, ils ont besoin de visibilité des cash flows, donc en fait, pour eux, chaque fois qu'ils touchent plus d'argent que le coupon, s'il y a des remboursements anticipés ou qui ne sont pas programmés, en fait, ça fait un risque d'investissement. Donc, c'est une explication très longue, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé la formule magique. Alors, de temps en temps, on peut être approché par des plus petites agences de notation qui vont être peut-être moins enfermées dans un cadre historique et qui peuvent être plus créatives. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé la formule magique. Mais je retiens de votre question qu'il faut que je me plonge dans ce que la BPI fait. Voilà. Sur la BEI, je crois que c'était plutôt orienté de défense, donc ça Dual. Je sais qu'ils avaient soutenu un moment Brittany Ferries il y a quelques années, mais il y avait beaucoup d'ambition, mais on a eu du mal à le répliquer sur d'autres clients. Et voilà, pour la Banque de la Mer, c'est peut-être un sujet d'un peu plus long terme. Mais Philippe. Merci. Alors, je n'ai pas de réponse non plus très clairement. Je reviens juste sur la BEI. J'ai eu l'occasion de rencontrer il n'y a pas très longtemps, c'est la semaine dernière, une délégation justement de la BEI, alors sur des sujets bien définis, hein, puisque c'était aussi sur des sujets de production, donc pêche et culture marine. Donc voilà, il y a une ouverture, il y a une volonté de réfléchir et de faire des choses. Il y a des très bons systèmes qui ont pu exister dans le passé, je pense notamment pour accompagner l'innovation au sens large, hein, pas spécifiquement en lien avec le maritime. Je pense que si effectivement, là encore, la BEI, au-delà de moyens financiers, peut accompagner en termes de partage de risques l'innovation dans le maritime, c'est une très bonne chose. Donc ça, c'est un premier point. Quant à une banque de la mer,
c'est un peu à chaud, c'est très clair. Je reprends juste à une chose, et Jean-Emmanuel l'a cité tout à l'heure, l'a expliqué tout à l'heure. Moi, je crois beaucoup, parce que bon, on fait un métier très simple, hein, on prête l'argent de nos clients, de nos épargnants. Et moi, je crois beaucoup, effectivement, à imaginer des solutions pour diriger l'épargne de nos clients. C'est ce qui semblerait être fait avec la défense. En tout cas, il y a des réflexions sur ce sujet-là. Moi, je suis persuadé, le maritime aujourd'hui fait partie, je pense, des activités, au sens large, hein, des activités qui ont, je l'espère, je le pense, alors je suis peut-être pas objectif, mais qui ont une bonne cote auprès de nos clients épargnants, et d'imaginer, de drainer pour partie l'épargne pour accompagner des projets dans le monde maritime, qui plus est des projets, j'irais, vertueux. Je pense que ça a du sens, et auquel cas, c'est plutôt le boulot d'une banque de détail, j'allais dire, et pas forcément d'une banque supra-sectorielle. Mais bon, c'est vraiment très à chaud comme réflexion. Bonjour à tous. Tout à l'heure, M. Robert a dit que les financements étaient un enjeu majeur. Regardez, et puis on a pu voir sur vos graphiques que la Chine avait des stratégies de plus en plus agressives sur les investissements. Et je voulais savoir si au sein de l'Europe, il y avait des stratégies pour pouvoir avoir des collaborations entre les banques, pourquoi pas, pour pouvoir garder une forme de souveraineté au sein de l'Europe et pouvoir garder les investissements au sein de l'Europe. C'était vos graphiques, donc je vais vous laisser répondre. Comment répondre à cette question? Je pense que déjà les autorités françaises, les autorités européennes permettent de soutenir la construction navale en Europe à travers les financements avec des garanties de crédit export, comme l'a expliqué Jean-Emmanuel. Donc ça a permis de maintenir les chantiers navals de Saint-Nazaire sur la croisière. On voit en Allemagne avec Meyer-Werft, il y a les chantiers norvégiens. Donc il y a une stratégie nationale et européenne. Aujourd'hui, les chantiers navals sur lesquels nous sommes les plus compétitifs en Europe, ce sont les chantiers, c'est tout ce qui est construction de croisière. Heureusement pour nous, pour la France, pour l'Europe, les chantiers asiatiques ne sont pas encore au point sur ce type de navire. Ensuite, effectivement, pour que nous soyons amenés à financer plus de compagnies maritimes, même si les navires sont construits en Chine, l'équation n'est pas simple, parce qu'on a les contraintes réglementaires de BAL 4. Donc effectivement, il faudrait peut-être réussir à convaincre les autorités européennes de peut-être développer, assouplir certains critères de financement, ou permettre aux banques d'avoir des enveloppes spécialisées qui permettraient à une banque française de financer un armateur français ou un armateur allemand, ou inversement. Ce que j'ai oublié de préciser dans la présentation tout à l'heure sur BAL 4, c'est que en fait, les banques vont devoir passer d'un modèle de calcul et de mesure des risques internes à un modèle standardisé. Donc, par exemple, nous qui faisons du financement maritime depuis 45 ans, on a des données au moins sur les 25 dernières années. On a toujours eu une politique de risque pas prudente, de bonne gestion. On n'était pas excessivement prudent. On a contribué au développement de nombreuses sociétés maritimes, mais on était en mesure de démontrer que, étant donné la bonne performance de notre portefeuille, nous savions que nous n'avions pas besoin d'allouer autant de capital qui va être nécessaire aujourd'hui avec BAL 4. Et ça, on n'a pas le choix. Même si on démontre par A plus B que notre expérience de gestion des risques, des taux de perte quand il y a un défaut, même si tout ceci peut être limité en termes de fréquence de défaut et du montant perdu, en fait, il va y avoir des seuils à respecter. Et voilà. Donc aujourd'hui, on est assez contraint, on a envie de continuer à nous développer. Voilà, donc on essaye de trouver de la capacité bancaire supplémentaire avec parfois
des investisseurs, donc on réfléchit à monter des structures, mais il y a un peu les contraintes réglementaires, puis après il y a aussi la capacité de... Enfin, le coût de financement offert par les compagnies de crédit bail chinoises qui sont plus avantageuses, et les armateurs, Jean-Emmanuel était un armateur, vous avez des objectifs de rentabilité de performance, pour vous c'est important de maîtriser vos coûts de financement, notamment dans les secteurs plus cycliques, où quand vous traversez une période de taux de fret très bas, ce qu'on a pu le voir sur le vrac sec, qu'on a pu le voir sur les ports conteneurs, votre seuil de rentabilité, le point mort est très important. Donc plus il est bas, plus il va vous permettre de durer, et le coût du capital dans ces cas-là est important. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas forcément qu'on ne souhaite pas soutenir les armateurs européens, mais de temps en temps, notre client armateur va nous dire bah, écoute, désolé, mais j'ai moins cher, 50, 70 points de base moins cher avec une société crédit bail chinoise qui va me permettre aussi d'emprunter à 80-90% alors que vous me proposez que 60-65%. Et voilà. Il y a aussi un arbitrage économique avec lequel on n'est pas capable de lutter aujourd'hui, mais si la Commission européenne nous aide ou les autorités françaises, pourquoi pas. Peut-être une de vos questions aussi, c'est est-ce que les banques européennes travaillent entre elles, coopèrent? Et incontestablement, oui. Du reste, tous les financements, quasiment, c'est rare. Une banque qui prend 100% du risque. C'est-à-dire que les banques travaillent en pool. Il n'est pas rare de voir des banques françaises, bien sûr, qui coopèrent entre elles, ou des banques à l'échelle de l'Europe qui coopèrent. Deutsche Bank, DVB Bank en Hollande, KfW, et notamment, Alexis que je salue, avec des garanties qui peuvent être italiennes, norvégiennes, françaises. En fait, ça travaille quand même relativement bien ensemble. À l'échelle de l'Europe, je pense qu'on peut faire beaucoup plus, par contre, parce que, bien sûr, compte tenu des chiffres que j'ai annoncés tout à l'heure, les besoins, les volumes sont gigantesques, donc il va falloir faire encore davantage, mais il y a déjà une culture, quand même, où les banques européennes, entre elles, travaillent de façon assez harmonieuse. Bernard Masuel de l'Académie de Marine. Cher Président, c'est à vous que s'adresse la question. Vous avez abordé tout à l'heure brièvement le sujet des ETS, en parlant d'un outil très puissant et en parlant de milliards, dont il serait bon que 75% des sommes levées abondent un fonds océan. Ma question est, moi je ne connais rien en fiscalité, en gestion des finances publiques, mais je me doute que dans l'état actuel des finances de notre pays, la tentation de nos grands argentiers sera grande de détourner au profit du budget général une partie de ces sommes. Et ma question, c'est comment faire pour les graver dans le marbre, pour le sécuriser? Est-ce que ça se passe au niveau national, au niveau de l'Europe? Voilà, comment faire pour écrire dans le marbre que 75% des ETS vont aller vers l'abondement de ce fonds? Merci. Oui, tout à l'heure, effectivement, Bernard, j'ai parlé du tonneau des Dadaïdes, hein, le tonneau sans fond. Et ça, c'est un risque, bien sûr. Une nouvelle fois, c'est beaucoup d'argent qui vient du maritime et qui doit retourner aux océans. Sur tout un tas d'actions différentes. Donc ça se joue à l'échelle de l'Europe, mais il faut que la France, chaque pays, hein, parce que c'est censé revenir effectivement dans le budget général. Et c'est là où il faut se battre. Donc Catherine Chameau, hier, nous expliquer qu'elle faisait, elle, en tant que députée européen. Donc c'est comme tous les grands thèmes qui nous concernent. Voilà, faut être nombreux à porter les sujets, toute force de conviction réunie pour faire en sorte qu'effectivement l'objectif soit atteint. Mais la tentation est grande, forcément, que cet argent nous échappe. Donc à nous tous, collectivement, d'essayer de faire en sorte que ça revienne au bon endroit. Oui, Francis. Pardon. Bonjour. Vous avez parlé de la transition écologique du monde maritime. Est-ce que dans vos budgets de financement, vous prévoyez des fonds qui pourraient servir à la formation des personnels qui amèneraient à des navigations plus écologiques en réduisant les consommations de carburant ou en formant aux nouveaux modes de propulsion? Alors ça vous a pas échappé. Hier, vous aviez votre directeur qui était là. Je vois le LSM, que je connais un petit peu, parce que je passais par cette école il y a quelques années maintenant. Vous avez une nouvelle formation, tout à fait, ça date d'il y a quelques semaines à peine, hein, sur le vélique, par exemple. Ça, c'est parce que forcément, les officiers de marine marchande que vous êtes, certains pratiquent la voile en compétition, pour le loisir, mais effectivement, faire naviguer des grands bateaux à voile marchands, ça nécessite un peu de formation. C'est à bord hein, qu'on apprend.
Mais par contre, d'avoir effectivement des formations initiales au niveau de vos parcours, c'est très important parce que les bases, on peut les apprendre effectivement à l'école. Par contre, après, c'est effectivement en pratiquant. Encore faut-il trouver les navires, ça y est, ils arrivent. Vous avez vu, entre Canopée, donc qui transporte chez Ariane, on avait Jean hier donc, sur Néolin, il y a Todt là, qui s'est bien lancé, Grancel, ça. Et en France, on est leader. On a inventé les paquebots à voile il y a 40 ans, j'en étais. Bateaux qui ont été construits en France, les chantiers ont disparu malheureusement, les sociétés françaises de construction navale, les ACH au Havre. Par contre, on a inventé il y a 40 ans les paquebots à voile. Alors ça revient un peu maintenant, il y a 2 bateaux qui sont en construction à Saint-Nazaire, pour l'Orient Express, donc pour un groupe français en plus, 2 groupes français, donc LVMH d'un côté et Accor de l'autre, donc ça c'est très emblématique. Donc il va falloir des marins formés, effectivement, pour manœuvrer tous ces navires. 1500 mètres carrés de voile sur un mât, à 3 mâts sur les bateaux en question, je peux vous dire qu'il va falloir être bon. Mais après, c'est aussi à bord, parce que moi je l'ai pratiqué avec Ponant, effectivement, depuis presque 35 ans. Donc on n'est pas formé pour ça. Certains, oui, parce qu'ils ont d'autres activités à côté, et donc il faut accompagner les jeunes. Mais ce que je vous invite aussi à tous à cultiver, c'est le bon sens marin, parce qu'effectivement, pour bien manœuvrer un grand bateau à voile, je peux vous dire qu'il faut avoir le sens marin, et donc ça c'est dans vos navigations que vous pratiquerez et que vous allez acquérir au fur et à mesure les bons réflexes. Mais c'est des programmes magnifiques pour vous, du reste, qui se mettent en place maintenant, et je vous invite à les suivre. Oui, Francis. Oui, Francis Vendu, de l'Académie de Marine. Je voudrais poser une question peut-être un peu iconoclaste, qui est de l'ordre « qu'ai-je vu qu'ils n'ont pas vu » ou « qu'ont-ils vu que je n'ai pas vu ». Je parle du GNL. Le GNL, personne ne dit que pour le liquéfier, 15% de la quantité part à l'atmosphère, avec un pouvoir d'effet de serre 20 fois celui du CO2. Et quand le bateau est construit, l'air étanche, en réalité, ce n'est qu'une fuite perpétuelle, ce bateau. Alors, on va me dire que le CO2, le GNL, une fois brûlé, ne fait pas de particules fines. Alors on se pose maintenant la question de savoir si les particules fines n'étaient pas intéressantes dans le sens où elles augmentent l'albédo et renvoient les rayons du soleil vers l'espace. Ça c'est une autre question. Mais que pensez-vous du GNL? Alors même si on pense du mal du GNL, félicitons-nous, puisque le système de confinement qui a maintenant 100% du marché est une technologie française. Mais je veux dire, peut-on dire que le GNL est un fuel propre? Certainement pas. Il fait du CO2, il fait de l'effet de serre bien plus que le fuel lourd. Essayez de répondre. Que la molécule est à un seul carbone contre 25 carbones pour le fuel de 380 centistoke, donc il faut en brûler beaucoup plus. C'est ça ma question. Bien sûr. Alors, effectivement, d'abord, c'est fossile, le gaz liquéfié. C'est du gaz qu'on liquéfie à moins 160 degrés quand même, en liquide, c'est quand même pas rien. Effectivement, une technologie française, un GTT, qui équipait les méthaniers, qui équipe maintenant les navires en propulsion, pour stocker le gaz liquéfié. Alors là, c'est pareil. Oui, il y a une dizaine d'années, au début du LNG, tu avais raison. Les motoristes se sont rendus compte des problèmes. Le fameux methane slip, les fuites de gaz. Et puis attention, le LNG, c'est la transition, c'est pas une fin en soi. C'est fossile. Par contre, demain, il y aura du bio-LNG, il y aura du LNG de synthèse. C'est pas pour tout de suite, ça va venir. Il va falloir que le modèle économique suive aussi. Et donc déjà, les équipements aujourd'hui pourront servir quand le produit évoluera. Et effectivement, on voit, là déjà, on est à la 3e génération. Première génération de moteurs, oui, tu avais raison. Il y avait beaucoup de methane slip. 2e génération qu'on voit aujourd'hui, qui est en place, on a réduit de 70%. La 3e génération qui arrive, c'est parti là, par exemple, pour être confirmé tout ça, donc parce qu'ils recherchent bien sûr eux-mêmes, donc ils sont très très actifs. Là, la dernière génération, là, qui est à l'étude encore, qui va commencer à équiper l'avenir, on est presque à 90% de réduction du methane slip qu'on a connu au début. Donc ça s'améliore aussi. Mais une nouvelle fois, c'est pas pour autant, c'est pas une fin en soi, c'est une énergie de transition qui peut apporter effectivement
moins 20% l'ordre de grandeur de CO2, de 20-25%, ça dépend. Ça peut être couplé à d'autres techniques aussi, notamment la production d'électricité avec des groupes électrogènes. On produit de l'électricité au gaz, on alimente des moteurs électriques et entre les deux, on peut mettre des packs de batteries très puissants. Et là, on a de la technique déjà, ça marche et on gagne beaucoup. Alors c'est pas une nouvelle fois, c'est pas une fin en soi. Et puis très vite, effectivement, grâce à ces techniques en place, on arrivera à passer au bio et au méthane de synthèse. Et réduction de CO2 certes, mais plus d'azote, plus de particules fines, plus de soufre. Donc, pour nous les humains, hein, surtout ceux qui vivent sur le littoral, hein, ici à Marseille, là, quand on voit tous ces bateaux effectivement qui émettent leur fumée, leurs émissions, etc., bah déjà quand il n'y a plus de soufre, plus de particules fines et plus d'azote, bah déjà ça aide. En sachant que le CO2 est réduit, on est loin de l'objectif, mais c'est une étape. Par contre, pour ce qu'on respire, c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on peut voir aussi par ailleurs. Notre ami allemand qui a encore une question, et Jean-Marc, peut-être que Jean-Marc, ça sera la dernière, notre secrétaire perpétuel posera la dernière question. Thank you very much. Just like our colleague Marie from the Academy in Sweden pointed out that there's the geopolitical theme has been throughout our entire conference. There's another theme which has been less pronounced but present in all the panels, and I think it's very important to highlight it towards the end with an eye on what do we want to give Europe, give along to the European delegates for the UN conference, but also with your competence here on the panel, how to realize it. And I'm talking about strategic innovation, about the need to harness disruptive technology. We have seen with our co-hosts here at CMR CGM what they are doing in terms of reaping the benefits of artificial intelligence and autonomous systems, but they're just at the beginning. If we look at what's happening in the Ukraine war, the war of the future is here, and there are no longer any boundaries as to how much authority is being given to autonomous systems in warfare. So I don't think with the current geopolitical escalation that we're seeing, that neither China nor the United States are going to have many reservations about using artificial intelligence to a large extent, also in shipping, in the maritime domain in general. And we will have to, as Europe, have to embrace the opportunities and find our own way to make sure that we'll create the means to survey the oceans, to have the surveillance systems on a global scale, to protect our critical infrastructure, to protect the maritime environment, but also for intervention, but also for creating the merchant fleet of the future. And all of that requires immense capital. So that's why I think in this final panel, this was a great opportunity to hear your ideas about how we can find the investments into startups, into big companies, into scaling these ideas, into bringing these investments into the fleet, into doing what is in the defense sphere, software-defined defense, where you take old equipment and put new software, new systems on it, and then let them run. Is there a system we can find to think a little bit disruptively out of the box? Don't let ourselves be restricted by old regulations, and think what we need to be really sovereign on the seas. Très bonne question. Je répondrai probablement dans ma conclusion tout à l'heure pour nous donner un futur rendez-vous. On en parlera après, cher ami. Jean-Marc Chabler, Académie de Marine. C'est pas une question, c'est deux observations. La première sur la question qui a été posée tout à l'heure de l'autonomie. L'Académie de Marine a fait en 2019, si ma mémoire est bonne, avec l'Académie de l'air et de l'espace, un colloque sur navires et avions sans équipage. Les résultats sont disponibles sur les sites internet des deux académies, et, y compris en anglais, absolument. Et ce qu'il faut bien saisir dans cette affaire, c'est que l'autonomie, elle concerne le mobile et l'environnement. Si je prends l'exemple du métro parisien, on a des lignes automatiques, mais tous les quais sont fermés. Il n'y a aucun intrus qui peut arriver sur le parcours. Aux États-Unis, il y a des taxis automatiques qui ont encore des sacrés problèmes parce qu'il y a des tas de gens qui interfèrent. Dans le milieu marin, je suis convaincu qu'on peut avoir des bateaux autonomes, mais un milieu qui va interférer de toute façon. Pour l'instant, c'est pas prêt. Deuxième question sur l'aspect financement, et notamment sur le financement des bateaux de pêche. Avoir des nouveaux bateaux de pêche, comme vous l'avez dit,
pour moi, c'est une question de sauvegarde de la vie humaine en mer. C'est plus une question de financement, c'est plus une question de politique, c'est plus une question de réglementation, c'est une question de sauver la vie des marins. On a des bateaux qui sont vieux, qui sont un peu obsolètes, et qui sont limités par une règle de jauge qui impose de les faire dangereusement osciller. Donc il faut absolument que, dans nos conclusions, on arrive à mettre ça en avant. J'observe, cela étant dit, que dans le système ancien des KIRA, que tu as mis, mon cher président, remis au goût du jour, il y avait un effet induit de ce financement participatif des intéressés, c'est que ça créait une économie locale particulièrement attractive, parce que dans les petits ports de pêche bretons, c'est le boucher, c'est le boulanger, c'est le gars qui assurait l'avitaillement du navire, qui venait financer le navire, et ça a créé un lien particulier entre le navire de pêche et l'ensemble des acteurs qui l'entouraient. Et comme vous l'avez très justement dit, monsieur Renaudin, je pense qu'à un moment où on veut essayer d'attirer les Français vers la mer, quoi de meilleur que de leur demander d'investir dans les bateaux. Donc je pense qu'il faut qu'on mette ça dans nos conclusions. Absolument, Jean-Marc. Donc je rappelle que Jean-Marc Schindler est le secrétaire perpétuel de l'Académie de Marine. Et je pense que ça sera le mot de la fin en ce qui concerne notre panel. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de leviers à mettre en œuvre. Mais effectivement, cette notion d'épargne maritime, c'est une épargne d'impact, parce que c'est utile, parce qu'on va directement là où on a besoin, mais aussi parce que ça fait rayonner le maritime dans la population, littorale et ailleurs. J'en ai été le témoin, et je pense que ça c'est un de nos bonnes propositions utiles qu'on pourrait faire effectivement lorsque nous allons restituer nos travaux. Merci beaucoup. De toute façon, pour ce thème et les 6 autres, si vous avez d'autres questions, nous allons vous fournir une adresse email. Vous pouvez donc poser vos questions, mettre vos commentaires qui seront donc pris en compte également. Je ne sais pas si on peut l'afficher là. Allez, juste ici, on va à gauche. So if you have any questions, not only concerning this theme, but also the other 6 themes, we will send you an email address that is on the bottom left, where you can leave your questions or comments as well. Et je le dis aux jeunes également, donc n'hésitez pas à poser vos questions supplémentaires et vos commentaires, c'est important. Merci beaucoup, messieurs, merci beaucoup. Nous allons arriver à la conclusion de ce colloque. We are reaching slowly to the end and the conclusion of this seminar. Mais avant toute chose, j'aimerais rappeler nos partenaires et remercier encore nos partenaires. I would first of all thank all our partners. La CMA-CGM, the CMA-CGM Group, la région Sud, the South Region, GIFMAR, Bourbon, Marfret et également Soper. Merci beaucoup donc à tous ces partenaires. Thank you very much to all these partners. Comme vous l'avez constaté, évidemment, donc nous avons inclus la jeunesse, les jeunes étudiants également à ces 2 jours, soit en présentiel ici, soit également connectés à Paris. Et donc un grand merci également à Deep Blue et à son président Amin Lena d'avoir organisé ceci. Thank you very much to Deep Blue and Mr. Amin Lena for organizing this with the young generation as well, or being here in Marseille or online in Paris. Et Amin, I would like to give you the floor for 1 or 2 minutes to give us a little bit of feedback on these 2 days. Et donc Amin Lena, le président de Deep Blue, va nous dire en 2 minutes un petit résumé et l'aspect justement de cet apport pour les étudiants. Amin Lena. Merci. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Alors d'abord peut-être remercier juste l'Académie de Marine et Monsieur le Président, Monsieur Sauvé, pour l'honneur qui nous est fait, parce que c'est une chance aussi pour nous d'être là, d'avoir pu penser à ces thèmes avec vous, avec des intervenants d'une grande qualité. C'est pas tous les jours qu'on a cette opportunité, donc un grand merci à l'Académie de Marine pour ça. Peut-être dire aussi que l'Académie de Marine en cela donne un exemple aux autres institutions. Il faut impliquer la jeunesse et il y a des formules comme celles qu'on a adoptées dans ce colloque pour le faire. Alors peut-être d'un mot, donc vous rappelez qu'effectivement il y avait 15 jeunes qui étaient réunis en parallèle à Paris.
avec dans l'esprit la pluridisciplinarité, c'est très important. Il y a des jeunes, donc je rappelais, vous les voyez, donc, qui sont dans les locaux de l'Académie de Marine, hein, à l'hôtel de la Marine, qui viennent de plusieurs universités. Je vais rappeler les écoles et universités. Donc on a l'école polytechnique, on a HEC, on a Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Assas, Dauphine, l'HEIP, et je crois que je n'en oublie aucune. Dire aussi que c'était intéressant pour nous d'être là physiquement parce qu'on a rencontré les jeunes de l'ENSM et que c'était un vrai plaisir d'échanger parce que je pense qu'on a quelque chose à construire là-dessus aussi, rassembler ces deux jeunesses, celle des universités parisiennes et la jeunesse qui est impliquée directement dans le monde de la marine et qui la connaît intimement et pratiquement, on va dire. Et donc, oui, vous dire qu'ils ont réfléchi, ces jeunes à Paris, ils font des propositions innovantes. On va vous remettre, Monsieur le Président, leurs conclusions et leurs propositions. Vous dire qu'on a suivi avec intérêt toutes vos conférences et notamment cette question sur le financement. Je tiens juste à rappeler que pour avoir des financements, il faut avoir de la volonté politique derrière soi et donc il faut avoir l'opinion publique de son côté. Et là-dessus, la jeunesse a quelque chose à jouer, c'est un relais. Si on veut qu'on s'intéresse à l'Académie, lapsus révélateur, si on veut qu'on s'intéresse à l'industrie du maritime, si on veut qu'on s'intéresse à la pêche, au shipping, à tous ces sujets-là, il faut intéresser la jeunesse. Voilà. Alors je vais laisser très vite, vous allez voir la vidéo de Simon Kesman-Berman, qui est étudiant en relations internationales à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et qui a dirigé le colloque côté parisien. Si la vidéo fonctionne. Le son, bien sûr. Le concours de la Coupe du récemment, organisé avec Hugo et la Société des membres de la Légion d'honneur, Steven de Deep Blue, également Blue, et également Bonjour à tous, je m'appelle Simon Kesman-Berman, je suis en famille de Malawa qui a gagné le concours de la Coupe du récemment, organisé avec Hugo et la Société des membres de la Légion d'honneur, Steven de Deep Blue, également Blue, et également Miali de Deep Blue, et nous sortons de ces ateliers débats, ces tables rondes au nombre de 3 sur le droit maritime international, sur la pollution marine et le changement climatique, ainsi que sur l'économie bleue. Et donc nous avons proposé avec d'autres camarades de l'HEIP, de Polytechnique, de Panthéon-Sorbonne, de Panthéon-Assas, des pistes de réflexion sur l'économie bleue, sur le maritime, sur la transition écologique et les manières de développer ça de manière durable, d'impliquer également les outre-mer. Et voilà, on a eu l'expertise de nos ingénieurs, également derrière la caméra, qui nous ont rappelé comment innover sur certaines techniques. Et c'était très instructif. Donc vous remercie de nous avoir donné cette opportunité. Nos conclusions seront disponibles prochainement, ces prochaines semaines, et sous forme de texte, et vous pourrez, nous espérons qu'elles pourront s'ajouter à ce rapport qui sera remis à l'INOC, au président de la République, d'ici juin 2025. Merci beaucoup. Et donc voilà les 7 plus vaillants donc, qui sont restés jusqu'à aujourd'hui. Ils étaient 15 hier, ils ne sont plus que 7, c'est les survivants. Merci encore beaucoup à l'Académie de Marine pour cette opportunité, et puis à très bientôt. Merci Amine Elena, le président de Deep Blue, thank you very much. And Madame l'ambassadrice Renali, the ambassador Renali would like also to say a few words. Thank you very much. First to Jean-Emmanuel Sauvé, the president of the French Marine Academy, and all the other marine academies across Europe. Thank you for inviting me to this symposium. I thought it was very good to get all the different experts in the maritime sector together. Once again, I want to thank the Academy for the award, but as I said yesterday evening,
the award belongs to everybody who was involved in the BBNJ effort. And I keep saying this because the story of BBNJ is a story about how we all came together. Despite all our differences, we found the flexibility, we managed to make compromises in order to come to a consensus. People always, you know, they reference what I said at that last session when we came to an agreement. And one thing that I had mentioned, which many people don't say, is that I spoke about fighting dragons. And I think that in this room you will understand why I made that reference to fighting dragons. For those of you who are familiar with medieval cartography, you will know that medieval cartographers, when they drew the maps, they would draw the maps of the known world, and then right at the very edges of the map, they would draw this monster, typically a dragon, and then they would write there, "Here be dragons." And the world that we are in today is a world that maybe many of us don't recognize. Many things are changing very rapidly, and we don't know what the future holds for us. But in order for us to be able to fight dragons, we all have to come together to harness what we call the BBNJ spirit, be part of that family, and tackle the challenges together. During this symposium, we've heard all the different issues that confront our oceans, you know, we've heard people. We've talked about fishing, we've talked about the blue economy, we've talked about climate change, we've talked about marine protected areas, you know, the law and finance. Of course, we can't get anything done without money. And we've most importantly talked about the science, because it's so important to have evidence-driven decision making. And all this shows that for all of us, for us to really get anywhere, we're going to have to work together. And I want to congratulate the Marine Academies for really bringing all the different experts together, even though you are all from the same maritime sector, or we are all from the same sector, because it will require all of us to take a multidisciplinary, multi-sectoral approach to move forwards and to make a real difference in our ocean. I know many of you were at the Cosca Cave yesterday. I think you all went through that, you know, went through the experience. At one point in the journey, the audio said that handprint is 33,000 years old. We here now are just a mere blip in the history of humanity. So, you know, and this particular symposium has had a focus on the youth. So for us to be able to ensure that we can provide for the next 33,000 years, we're all going to have to come together and pull our efforts together. So I hope to see many of you in Nice at the UN Ocean Conference later in June. And it leaves me only to congratulate Deep Blue and the youth for all the excellent arrangements that they made in organizing this symposium. And once again, I'm very happy to have met all of you. Thank you very much. Thank you so much, Renali. Thank you. And we should never forget that the sea brings people together. Il ne faut jamais oublier que la mer unit ou même réunit les gens. Et maintenant le discours de clôture du président, Monsieur Jean-Emmanuel Sauvé. The closing speech by Jean-Emmanuel Sauvé. Oui, le discours, en tout cas, le mot de la fin. Pour d'abord adresser, je pense, au nom de vous tous, nos sincères remerciements pour ces jeunes qui nous ont aidés depuis
notamment pour l'une d'entre elles, Maëlys Réal, depuis des semaines. Elle a été vraiment formidable, vous avez vu, voilà, que ce soit d'un point de vue collectif ou individuellement, elle a pris soin de vous tous, voilà, et effectivement Deep Blue, extrêmement important, voilà, cette initiative qui doit être encore plus élargie, donner encore plus de rayonnement, les jeunes de la marine marchande, les jeunes de la marine nationale, tous ces Français, ces Européens qui vont sur les mers, et ces jeunes. Donc cet avenir, effectivement, cette jeunesse maritime, on doit les saluer, les remercier de leur présence. Pendant ces 2 jours, si je fais un très rapide résumé, comme vous le savez, on a encore un mois pour recevoir vos contributions, pour effectivement faire en sorte qu'effectivement nos jeunes vont nous aider aussi sur une partie des ateliers débats. Mais bon, nous devons encore travailler pour avoir un document effectivement qui pourra une nouvelle fois être utile pour nos gouvernants à l'échelle de nos pays, hein, donc, parce que nos 6 chefs de gouvernement et d'État seront présents à l'UNOP, nous dit-on. Donc ça sera important pour nous effectivement de leur apporter notre contribution après ces 2 jours de travaux. Alors, si un petit retour très rapide sur ce que j'ai personnellement pu ressentir pendant ces 2 jours, un moment au début, je ne suis pas le premier à avoir dit ça, mais j'ai fait un rêve. Quand j'ai vu ces marins-pêcheurs, ces scientifiques, ces ONG, sur une même table, à discuter d'un sujet aussi important, eh bien oui, j'ai fait un rêve. Pourquoi pas dépassionner le débat? Pourquoi pas avoir le sens des responsabilités? Pourquoi pas trouver des formules ensemble, de façon apaisée, sur un sujet aussi délicat que la pêche? Je pense que c'est possible. En tout cas, nous, l'Académie de Marine, on doit porter cette action pour faire en sorte qu'effectivement, sur ce sujet, on trouve les bonnes formules, comme pour les aires marines protégées également. Un compromis, bien sûr, entre la pêche, la nature, dans un espace aussi fragile. Il n'y a aucune raison, toujours, hein, avec comme guide la science, pour être sûr qu'on prenne les bonnes décisions. Mais ça me paraît bien sûr être une ambition mondiale. À partir du moment où elle est basée sur la science, sur la recherche, je pense qu'on doit être capable de trouver les bonnes formules sur un sujet aussi sensible. On a eu un président en France il y a quelques années qui disait que la maison brûlait et qu'on regardait ailleurs. Alors aujourd'hui, on a bien compris qu'on regarde bien l'incendie. Il y en a que je ne pas non plus. Mais en tout cas, il y a eu une prise de conscience mondiale. Alors, en parlant d'incendie, vous avez vu hier, avec les bataillons des marins-pompiers de Marseille, normalement, on devrait pouvoir trouver des solutions. Mais effectivement, il y a eu une prise de conscience hein, sur ces pollutions marines. Il y a ce fléau du plastique. Donc il faut effectivement trouver là aussi les bonnes formules. Bon, ça vient de terre, hein, souvent, forcément. Hein, donc c'est la mer qu'on est victime. Mais ça, tout le monde a effectivement son fardeau avec toutes ces questions de pollution marine. Et effectivement, les pêcheurs aussi, ils nous l'ont expliqué. Alors la prise de conscience, elle est là. C'est un long chemin. Incontestablement, on est qu'au début de l'histoire pour régler les problèmes. En tout cas, aujourd'hui, on a bien conscience que ces sujets sont pris à bras-le-corps. On mettra beaucoup de temps sûrement, mais en tout cas, on est à l'action, même s'il y a encore beaucoup de choses restent à faire. L'économie bleue, un peu surpris quand même de voir que sur un sujet aussi important que l'économie, on a des chiffres qui datent de 2018. Voilà, donc là aussi, hein, comme pour la science, hein, donc les données, faire remonter la data. Il y a maintenant des data scientists, hein, des scientifiques qui s'occupent de la donnée, très très important, parce que sans ça, effectivement, on a du mal à travailler sérieusement. Et donc ça, peut-être un effort particulier à faire pour effectivement, que ce soit au niveau de l'économie ou de la recherche, faire remonter vraiment les données pour qu'on puisse travailler sérieusement. L'environnement, oui, bien sûr, mais l'humain aussi. Hein, on a parlé aussi beaucoup d'humains, l'environnement, l'économie, la sécurité, la défense, tout ça, ça doit pouvoir fonctionner ensemble. La relance à l'échelle de l'Europe, de la construction navale, beaucoup de choses à faire sûrement. Il faut qu'on retrouve aussi notre place. Oui, on a entendu que la science était en danger. Le multilatéralisme aussi est en danger.
je pense. Et là, effectivement, on a sûrement à prendre aussi à bras-le-corps ces sujets pour ne pas les laisser partir à la dérive. Que quand la science est en danger, effectivement, nous, société savante, bien sûr, ça nous interpelle. Beaucoup de choses, la modélisation des océans, formidable, observation. Donc, marin, on n'a jamais oublié d'observer. On a vu cette carte, moi j'ai trouvé formidable, l'océan est 1. En fait, il suffit effectivement de tourner Google Earth sur l'Antarctique, et là on voit qu'effectivement l'océan est 1. C'est 250 chercheurs à l'échelle de la France dédiés à l'océan, mais à l'échelle de l'Europe, imaginez-vous. Tout ce qu'on peut faire, le public, le privé, travaillons ensemble, respectons toujours la rigueur des scientifiques, bien sûr. Mais je pense que le mot de la fin, ça sera ensemble, nous, Européens, sur la base des académies de marine d'Europe, naviguons de conserve. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la navigation de conserve, c'est pas le concert, hein, ça c'est pour les musiciens, nous c'est la navigation de conserve, dans le sens de conservation. On navigue de conserve, c'est-à-dire qu'ensemble, quand il y a des dangers, on se regroupe, on se réunit, et à l'échelle de l'Europe, voilà, peut-être réenchanter peut-être cette idée d'Europe. On s'en est un petit peu éloigné par moment, et peut-être que nous, on a un message à porter, en tout cas à l'échelle des académies de marine, si on veut effectivement demain répondre à nos problématiques, porter des sujets, naviguons de conserve. La COP Océan, bien sûr, nous porterons ce message. À l'échelle de l'Europe, beaucoup de choses à faire. Si on additionne toutes nos forces, là, on peut tenir notre rang. On peut effectivement répondre à un certain nombre de problématiques, quelle que soit sa provenance. On est ouvert sur le monde. On est ravis, très heureux d'avoir une représentante de Singapour à qui on a remis hier, madame, ce prix de la personnalité maritime de l'année. Parce qu'effectivement, et avant de conclure, remercier aussi, bien sûr, les équipes de l'Académie de Marine. Je pense à maître Mathieu Lenné, qui a beaucoup œuvré, et nos équipes de l'Académie, le secrétariat, le secrétaire général, tous ceux qui ont œuvré à ce colloque, pour vous dire que oui, bien sûr, la mer est notre avenir, incontestablement. Ce devoir de transmission, nous devons l'incarner. On y a travaillé pendant 2 jours. Beaucoup reste à faire encore. Mais en tout cas, je suis convaincu que ce que nous avons fait pendant 2 jours, et nous avons encore beaucoup de travail, je pense qu'un prochain rendez-vous portera. On verra où est-ce qu'on l'organisera, en Belgique, en Allemagne, en Suède, en tout cas, on l'organisera ailleurs qu'en France, la prochaine réunion, au plus vite, pour des questions de souveraineté. Oui. Pour travailler, parce qu'on a vu un peu quand même, il y a quelques années, on n'aurait pas parlé de souveraineté forcément, ou de défense, avec ce genre de colloque, mais là on a vu effectivement ce ressort qui nous ramenait au fil de nos débats, ce ressort sur la défense, effectivement, les inquiétudes légitimes qu'on peut avoir par rapport à notre actualité, et donc parler de souveraineté à l'échelle de l'Europe. À l'échelle de l'Europe, ensemble, sur la base des propositions que pourront faire les académies de marine d'Europe, par la question de souveraineté, en matière de défense, certes, mais aussi de souveraineté économique, de souveraineté alimentaire. Voilà un prochain rendez-vous que je vous donne. Oui, la mer est bien notre avenir, et ensemble, réunis, nous pourrons continuer à servir cette noble ambition. Merci à vous tous. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jean-Emmanuel Sauvé. Merci beaucoup à vous, ainsi qu'à l'École nationale supérieure maritime et puis la CMA-CGM. Merci beaucoup. Thank you very much to you, Mr. Jean-Emmanuel Sauvé, and thank you to the École nationale supérieure maritime and the CMA-CGM Group. Merci beaucoup. Bon retour à toutes et à tous. Nous avons effectivement une cérémonie qui a œuvré magnifiquement pendant 2 jours. Merci. Thank you very much. Have a good journey back home and see you again soon. Nous espérons vous revoir très vite et un bon retour à chacune et chacun d'entre vous. Merci.